On l'appelait l'hérésie de bois et le cercueil de contreplaqué. Les responsables britanniques le considéraient comme un pas en arrière et ses propres pilotes comme une mauvaise blague. Mais quand cette blague est apparue dans le ciel, plus personne n'en rit. Même le chef de la Luftwaffe, Hermann Göring, qui, dans un accès de rage publique, a avoué jalouser à mort les Britanniques pour avoir créé un chef-d'œuvre avec de la colle et du contreplaqué. Dans ce film, nous allons montrer comment une idée, d'abord rejetée et tournée en ridicule, s'est transformée en le plus grand cauchemar technologique du Troisième Reich. C'est l'histoire d'une arme construite dans des usines de meubles pour jouer la marche funèbre de l'invincible aviation allemande. Les murs se sont effondrés, les prisonniers se sont enfuis. Mission accomplie. Dans le ciel d'Amiens, le commandant du raid, Percy Pickard, effectua un dernier cercle pour évaluer les résultats de l'attaque. Il voyait le chaos au sol, voyait les silhouettes des hommes courant vers la forêt salvatrice. Il venait d'accomplir l'impossible, de sauver des centaines de vies. Et à cet instant de triomphe, la mort le prenait déjà pour cible. Son navigateur, Ian Mac Broadley, était assis à côté de lui. Plus tard, il se souviendrait de ces secondes. Pickard annonça calmement à la radio « Les murs sont percés ». C'était le signal du succès, le signal pour toutes les escadrilles de rentrer à la base. Et juste après, le silence des ondes fut déchiré par le cri d'un autre pilote. « Attention, Pick, des Focke-Wulf derrière toi ». Les chasseurs allemands, qui avaient décollé de l'aérodrome le plus proche, étaient enfin arrivés sur les lieux. Trop tard pour empêcher l'attaque, mais pas pour se venger. 2 Focke-Wulf 190 se placèrent dans la queue de l'avion du commandant. Pickard était un maître. Il lança son Mosquito dans un virage serré, tentant d'échapper à l'attaque à très basse altitude. Mais l'ennemi était trop proche. Broadley vit les éclairs sur les ailes du chasseur allemand. Il sentit les obus s'enfoncer dans leur avion de bois. Le moteur droit prit feu. La queue se disloquait. L'avion devint incontrôlable. Pickard lutta avec le manche jusqu'au dernier moment, essayant de donner une chance à son navigateur. « Saute, Mac !» cria-t-il. Broadley tira la poignée d'éjection d'urgence de la verrière. Il fut projeté dans le courant d'air glacial. Il eut le temps de voir leur Mosquito, enveloppé de flammes, s'écraser au sol et exploser. Il atterrit en parachute en territoire ennemi. Il ignorait le sort de son commandant, mais il avait vu les hommes s'enfuir de la prison. Il savait que la mort de Pickard n'avait pas été vaine. Ce jour-là, la 140e escadre ne perdit pas seulement un commandant. La Grande-Bretagne perdit un héros national. Percy Pickard, l'homme qui avait sauvé des centaines de vies, n'avait pas pu sauver la sienne. Sa mort devint un symbole. Le symbole du prix à payer pour les opérations les plus audacieuses et les plus réussies. Au sol, le pilote allemand qui avait abattu le Mosquito rapporta sa victoire. Il avait détruit un bombardier ennemi, mais il ne savait pas que cette victoire était un succès tactique, mais une défaite stratégique. Ils avaient abattu l'avion, mais n'avaient pu empêcher l'évasion. Ils avaient tué le commandant, mais n'avaient pas pu tuer l'espoir qu'il avait apporté. Pour les pilotes rentrés en Angleterre, la joie de la mission réussie fut assombrie par l'amertume de la perte. Ils avaient accompli leur tâche. Leur commandant était mort en héros, et sa mort est entrée dans la légende. La légende de l'opération Jéricho, où le courage des uns se payait par la vie des autres. Le prix de l'évasion s'est avéré incroyablement élevé. Mais pour ceux qui, ce jour-là, ont retrouvé la liberté, il était justifié. Les légendes naissaient de raids audacieux et de frappes chirurgicales. Mais derrière chaque opération réussie se cachait une autre réalité. Une réalité où le Mosquito n'était pas une arme miracle, mais une fragile machine de bois volant au-dessus du territoire ennemi. Chaque sortie était un jeu avec la mort, où la vie de l'équipage dépendait de 3 choses, le talent, la chance et la solidité de la colle de caséine. Il y avait des histoires qui n'arrivaient jamais au bulletin d'information. Des histoires de miracles et de désespoir. Le pilote Frank Clark racontait comment leur moteur droit avait été touché au-dessus de la France. Il avait pris feu. Le cockpit sentait le brûler, l'avion commençait à pencher. En bas, l'ennemi. Devant, des centaines de kilomètres jusqu'à la maison. Ils firent ce qu'on leur avait appris. Extincteur d'urgence, couper l'arrivée de carburant, mettre l'hélice en drapeau pour qu'elle ne crée pas de résistance. Et ils ont retraversé la Manche en se traînant avec leur seul merlin restant. Tout le chemin du retour était une prière.
Une prière pour que le moteur gauche ne tousse pas, ne s'étouffe pas, ne cale pas. Il n'a pas toussé. L'avion de bois, en boitant, a atteint sa rive natale. Mais tous n'avaient pas cette chance. L'incendie à bord était le pire des cauchemars. La structure en bois, imprégnée de carburant, s'embrasait comme une allumette. L'impact d'un seul obus incendiaire dans un réservoir signifiait presque toujours la fin. L'équipage n'avait que quelques secondes pour s'extraire de cet enfer de feu avant que l'appareil ne se désintègre en vol. Parfois, il se produisait des choses que la logique ne pouvait expliquer. L'histoire du pilote Eric Bill Thornley est l'une d'elles. Son Mosquito fut abattu au-dessus de l'Allemagne lors d'un raid nocturne. L'avion se disloquait littéralement en plein vol. Thornley se souvenait « J'ai compris que nous tombions. Le navigateur a sauté. J'ai essayé de le suivre, mais j'étais coincé par les débris. Le cockpit était devenu un piège de bois et de métal tordu. » Il chutait, enfermé dans son propre cercueil. Il voyait la terre se précipiter vers lui. Il savait que c'était la fin. Mais au dernier moment, une fraction de seconde avant l'impact, il a été sauvé par ce qui aurait dû le tuer. Ses propres bombes. En touchant le sol, elles ont explosé. La très puissante onde de choc a projeté les débris du cockpit vers le haut et a arraché le corps du pilote des débris, comme un bouchon de sa bouteille. Il a repris conscience suspendu à un arbre, accroché par les suspentes de son parachute qu'il n'avait même pas eu le temps d'ouvrir. En bas, les débris de son avion finissaient de se consumer. Il était seul, dans une forêt, au cœur de l'Allemagne ennemie. Il avait survécu. Survécu par un miracle qu'il était impossible de planifier ou de prédire. Le chasseur allemand qui l'avait abattu a certainement inscrit une victoire de plus à son tableau de chasse. Il avait vu le bombardier se désintégrer. Il ne doutait pas que l'équipage avait péri, mais il se trompait. Ces histoires, transmises de bouche à oreille dans les messes et les fumoirs des pilotes, créaient une image ambivalente du Mosquito. D'un côté, un fantôme invincible, invulnérable à l'ennemi. De l'autre, une machine fragile qui pouvait à tout moment trahir son équipage. La vérité se situait quelque part entre les deux. Le Mosquito était une arme de génie, mais il n'offrait aucune garantie. Il offrait seulement une chance, la chance d'accomplir la mission et, avec un peu de chance, de rentrer à la maison. 21 mars 1945, Copenhague. La guerre touchait à sa fin, mais pour la résistance danoise, elle battait son plein. Au centre de la ville, dans l'ancien siège de la compagnie Shell, la Gestapo avait établi son repère principal. Dans les sous-sols du bâtiment, on torturait et on tuait des patriotes. Et dans les bureaux des étages supérieurs, on conservait les archives. Le fichier de toute la résistance danoise. Sa destruction pouvait sauver des centaines de vies et paralyser le travail des bourreaux. La tâche était, une fois de plus, pour le Mosquito. Opération Carthage. Le plan était audacieux, comme à Amiens. Une frappe à très basse altitude. La première vague attaque les étages inférieurs pour percer les murs. La seconde, les étages supérieurs pour détruire les archives. Le raid commença avec succès. La première vague, de 6 Mosquitos, survola les toits de Copenhague et largua ses bombes avec précision sur la cible. Le bâtiment, la Shellhus, fut enveloppé de fumée. La mission semblait se dérouler comme prévu. Mais c'est alors que le hasard s'en mêla. Le hasard aveugle et cruel qui a pour nom la guerre. L'un des avions de la première vague, en approchant de la cible, a heurté un lampadaire avec son aile. Ayant perdu le contrôle, le Mosquito en feu s'est écrasé. Mais pas sur la cible. Il s'est écrasé sur l'école catholique pour filles Jeanne d'Arc, située à 1,5 km du quartier général de la Gestapo. Une épaisse fumée noire s'échappa des fenêtres de l'école. Au même moment, la deuxième vague d'attaque approchait de la ville. Leur tâche était simple, repérer la fumée de la cible touchée par la première vague et larguer leurs bombes au même endroit. Les pilotes de la deuxième vague virent la fumée. Une colonne de fumée noire et épaisse montant vers le ciel. Ils étaient persuadés que c'était la Shellhus qui brûlait. Ils ne savaient pas qu'ils regardaient une école en feu. Ils ne savaient pas que dans les salles de classe, sous cette fumée, se trouvaient des enfants. Dans le brouillard de la guerre, dans l'enfer fugace d'une passe de combat, ils prirent une décision fatale. L'un après l'autre, ils bombardèrent le marqueur de fumée. La charge mortelle, destinée aux bourreaux de la Gestapo, s'abattit sur l'école.
Ce jour-là, l'opération Carthage fut considérée comme un succès. Le quartier général de la Gestapo fut détruit. 18 officiers supérieurs furent tués. Les archives furent anéanties. Plusieurs dizaines de prisonniers réussirent à s'échapper de la prison du sous-sol. Mais le prix de ce succès fut monstrueux. Dans les ruines de l'école Jeanne d'Arc, 125 civils périrent. 86 d'entre eux étaient des enfants. Pour les pilotes rentrés à la base, la nouvelle fut un choc. Ils avaient détruit la cible, ils avaient obéi aux ordres. Mais à quel prix? Cette erreur, cet accident tragique, les hantrait jusqu'à la fin de leur vie. À Copenhague, la joie de la destruction du repère de la Gestapo se mêla à un deuil insupportable. Les libérateurs, venus du ciel pour apporter l'espoir, avaient par erreur tué leurs enfants. La tragédie de Copenhague devint un terrible rappel. Le rappel que même l'arme la plus précise, entre les mains des pilotes les plus habiles, peut causer un chagrin inimaginable, que la guerre est un enfer pour tous, et que dans ces flammes, ce sont le plus souvent les innocents qui brûlent. Dans le chaos du raid sur Copenhague, en ces instants même où le hasard avait déjà condamné des dizaines d'enfants à la mort, un autre drame se jouait. Le drame du choix, de la détermination et du sacrifice suprême. Son héros principal fut un pilote de la première vague d'attaque. Il s'appelait Peter Cleven. Son Mosquito était cet avion même qui avait heurté un lampadaire et perdu le contrôle. Au moment où l'aile de son appareil érafla le métal, il comprit c'était la fin. L'avion s'inclina, le moteur prit feu. Quelques fractions de secondes le séparaient d'une mort inéluctable. Dans une telle situation, l'instinct crie une seule chose. Tire le manche, essaie de prendre de l'altitude, saute, sauve-toi. Mais Cleven ne pensait pas à lui-même, il pensait à la cible, au bâtiment Shellhus, qui se dressait encore devant lui, à ses camarades qui le suivaient, aux centaines de vies des combattants de la résistance qui dépendaient du succès de cette mission. Et il prit une décision. Au lieu de tenter de se sauver, il fit le contraire. Il dirigea son appareil en flammes, en pleine désintégration, droit au cœur de l'ennemi. Son Mosquito se transforma en un projectile guidé, en un bélier de feu. Il ne tombait pas simplement, il attaquait. Son avion ne s'est pas écrasé sur l'école, il s'est écrasé sur le bâtiment de la Gestapo. Ces bombes, explosant à l'impact, ont atteint la cible avec certitude. Pour les défenseurs du Shellhus, c'était impensable. Ils virent un avion ennemi touché au lieu de s'éloigner, se jeter sur eux tel un prédateur. Ils sont prêts à mourir, pourvu qu'ils nous anéantissent. À cet instant, ils comprirent qu'ils étaient condamnés. Pour les autres pilotes, témoins de ce bélier de feu, l'acte de Cleven devint un dernier ordre. Il leur a montré la cible. Il l'a littéralement pointé du nez de son avion en flammes. Son sacrifice doit être justifié. Nous ne pouvons pas le laisser tomber. L'acte de sacrifice suprême de Peter Cleven est peut-être devenu la cause de la tragédie. La fumée de son avion en chute, qui s'est écrasé sur l'école, a semé la confusion dans la deuxième vague. Mais à ce moment, dans l'enfer du combat, c'était l'acte d'un soldat qui a accompli son devoir jusqu'au bout. Il a donné sa vie pour garantir la destruction de la cible. Il a transformé sa propre mort en arme. L'éperonage au nom de la cible est devenu une autre page sanglante de l'histoire du Mosquito. Il a montré de quoi étaient capables ces hommes, assis dans les cockpits d'avions en bois. Ils n'étaient pas de simples pilotes. Ils étaient des guerriers pour qui le succès de la mission était plus important que leur propre vie. Mai 1945. La guerre en Europe est terminée. Sur les ruines de Berlin, le silence. Et dans ce silence, on pouvait entendre toute une époque entrer dans le passé. L'époque de la domination de la Luftwaffe dans le ciel. Pour un avion né des moqueries et du scepticisme, c'était le moment du triomphe. Le Mosquito n'a pas seulement survécu à la guerre. Il l'a traversée en vainqueur, accomplissant toutes les tâches imaginables et inimaginables. Il fut un espion invulnérable, dont les appareils photos ont révélé les plus terribles secrets du Reich. Il fut un bombardier audacieux, frappant au cœur même de l'ennemi. Il fut un tueur nocturne impitoyable, transformant les aérodromes de la Luftwaffe en pièges mortels. Il fut un scalpel chirurgical, ouvrant les murs des prisons. Il fut un soldat universel qui faisait tout et le faisait avec brio. À la fin de la guerre, plus de 7700 Mosquitos avaient été produits.
Ils ont combattu sur tous les fronts, des fjords norvégiens aux jungles de Birmanie. Et pendant tout ce temps, ils ont affiché le plus faible taux de perte de tous les avions du Bomber Command, 3 et parfois 4 fois inférieur à celui des lourds Lancaster. Le concept de la vitesse comme meilleure défense avait fait ses preuves. Après la guerre, dans le silence de son bureau, le concepteur en chef, Ronald Bishop, pouvait enfin faire le bilan. Il se souvenait. Il se souvenait des visages des fonctionnaires qui avaient rejeté son projet. Il se souvenait des paroles des industriels qui qualifiaient son idée de folie de bois. Il se souvenait des moqueries des pilotes sur le cercueil en contreplaqué. Et avec une ironie amère mais triomphante, il prononça les mots qui devinrent l'épitaphe de ses ennemis et la couronne de sa création. Les gens disaient que nous construisions des pianos, pas des avions. Eh bien, ce piano a joué la marche funèbre pour la Luftwaffe. Son risque, son entêtement et sa foi en une idée non orthodoxe ont été pleinement récompensés. Ils avaient créé une arme de la victoire. Une arme construite par des menuisiers et des ébénistes, qui s'est avérée plus efficace que des armadas d'acier et d'aluminium. Les historiens allemands, en analysant les causes de la défaite, écriront plus tard sur le fléau des mosquitos. Ils reconnaîtront que l'apparition de cet avion fut l'un des facteurs clés qui brisèrent la puissance de l'armée de l'air allemande. Il les a forcés à disperser leurs forces, à investir des ressources dans la création d'intercepteurs inutiles, à épuiser leur système de défense anti-aérienne et, surtout, à détruire leur morale. La marche funèbre a retenti et sa mélodie, jouée par 2 moteurs Merlin rugissants, est entrée pour toujours dans l'histoire de l'aviation. La guerre était finie, mais l'histoire du Mosquito ne l'était pas. Il a cessé d'être une simple arme. Il est devenu une légende. Le miracle de bois, le symbole de la façon dont une idée audacieuse, née au mépris de toutes les règles, peut changer le monde. Après la guerre, le Mosquito a continué à servir. Plus de 20 pays l'ont intégré à leurs forces armées. Il a volé sous les drapeaux de la Suède, d'Israël, de la Yougoslavie, de la Turquie. Mais sa mission principale était déjà accomplie. Il a laissé sa marque non pas sur le champ de bataille, mais dans l'esprit des concepteurs et des stratèges du futur. Son concept, une plateforme polyvalente où une seule conception réussie peut être à la fois un bombardier, un chasseur et un avion de reconnaissance, est devenu la base de la construction aéronautique pour les décennies à venir. Sa philosophie, la vitesse comme meilleure défense, a trouvé son reflet dans les avions à réaction de la guerre froide. Le Mosquito n'était pas qu'un simple avion. Il est devenu une doctrine qui a prouvé que la pensée non conventionnelle et l'approche asymétrique triomphent toujours de la force brute et de la bureaucratie sclérosée. Mais chaque légende a sa part d'ombre, son mystère. Et son dernier chapitre, tragique. Septembre 1944. Guy Gibson, le commandant légendaire des briseurs de barrages, héros national de la Grande-Bretagne, s'installe dans le cockpit d'un Mosquito. Après son célèbre raid, il accomplissait des missions spéciales, volant sur l'avion le plus perfectionné de la Royal Air Force. Ce soir-là, il revenait d'une nouvelle sortie, et il n'est jamais rentré. Son avion s'est écrasé aux Pays-Bas. Les causes de la catastrophe font encore débat. Panne de moteur? Erreur de pilotage? A-t-il été abattu? La mort soudaine et mystérieuse de l'un des meilleurs pilotes de la guerre n'a fait que renforcer le mythe du Mosquito. Il était si puissant, si exigeant, si parfait que même les meilleurs des meilleurs ne parvenaient pas toujours à maîtriser son caractère. Il exigeait tout du pilote, sans réserve, et parfois, il emportait même les légendes. Aujourd'hui, seuls quelques exemplaires sont encore en état de vol, de précieuses reliques restaurées par des passionnés du monde entier. Lorsque l'un d'eux s'élève dans les airs, les spectateurs retiennent leur souffle. Ils ne voient pas seulement un vieil avion, ils voient l'histoire prendre vie. L'histoire de génies solitaires qui ont osé défier le système, l'histoire de menuisiers qui construisaient des chasseurs, l'histoire de pilotes qui ont volé vers la victoire sur des ailes de contreplaqué. C'était une hérésie en bois, un cercueil en contreplaqué, une plaisanterie absurde. Mais quand cette plaisanterie est apparue dans le ciel, plus personne n'a ri. C'est l'histoire d'une arme construite dans des usines de meubles, une arme qui a joué la marche funèbre pour l'invincible aviation allemande. C'est l'histoire du miracle de bois. Son nom, le Mosquito. 1941,
Aérodrome de Hatfield. Le pilote d'essai Edward Donaldson, un vétéran dont les mains se souviennent du rugissement des moteurs depuis la dernière guerre, regarde les plans d'un nouvel avion. Lui et ses camarades, des pilotes pour qui le ciel est un travail et le vrombissement d'un moteur une musique, ne peuvent retenir un sourire moqueur. Un avion en bois? En 1941? On en riait. C'était l'ère du métal, l'ère des machines lourdes, l'ère de la puissance de feu. Le ciel britannique tenait sur les ailes en duralumine des Spitfire et dans les chantiers navals mûrissait la puissance industrielle des Lancaster quadrimoteurs, chacun étant une forteresse volante hérissée de tourelles de mitrailleuses. Le monde entier connaissait une vérité simple. Pour survivre dans une guerre aérienne, il faut plus de blindage et plus de canons. Les Américains construisaient leur superforteresse volante, B-17, avec 10 mitrailleurs à bord. Les Allemands leur répondaient avec des armadas de Heinkel et de Junkers. C'était une guerre de géants industriels, une guerre d'acier et d'aluminium. Et à ce moment précis, dans les bureaux du ministère de l'Air, où les généraux et les fonctionnaires pensaient en tonnes d'explosifs et en milliers de mitrailleuses, arriva une petite équipe d'ingénieurs de la société de Havilland, menée par le concepteur Ronald Bishop. Et elle apporta avec elle une idée qui sonnait comme une folie. Comme une moquerie, comme une hérésie. Leur réponse au défi de la Luftwaffe n'était pas seulement peu orthodoxe, elle était insultante pour la logique même de la guerre. Bishop proposait de tout enlever, enlever les tourelles de mitrailleuses, enlever les mitrailleurs, enlever le lourd blindage qui devait sauver l'équipage. Et surtout, il proposait de construire un bombardier avec un matériau qui semblait appartenir à jamais au passé. Du bois. Un silence se fit dans la salle. Pour les stratèges militaires, c'était un pas en arrière. Un retour à l'époque des biplans en contreplaqué de la Première Guerre mondiale. Ils n'y voyaient pas une révolution, mais une aventure risquée et ridicule. Un projet qui détournerait des ressources précieuses, les moteurs Rolls-Royce Merlin, des Spitfire éprouvés, des avions qui avaient déjà prouvé leur valeur lors de la bataille d'Angleterre. L'idée fut rejetée. On la baptisa « La folie en bois de Havilland ». Mais le concepteur Ronald Bishop avait une autre vision. Il voyait ce que les généraux ne remarquaient pas. Il voyait que la Grande-Bretagne étouffait par manque de matériaux stratégiques. L'aluminium valait son pesant d'or. Chaque tôle était destinée aux chasseurs. Mais le bois était abondant, tout comme ceux qui savaient le travailler. Charpentiers, menuisiers, ébénistes, fabricants de pianos et de meubles de luxe. Leurs usines tournaient au ralenti dans tout le pays. De Havilland proposait de mettre au service de la couronne non pas les aciéries, mais les ateliers d'ébénisterie. Leur argument principal était simple et audacieux. Pourquoi surcharger un avion de blindage et de canons, le transformant en une cible lente, si on pouvait le rendre invulnérable autrement? Bishop était convaincu que le meilleur blindage, c'était la vitesse. Il voulait créer un avion si rapide qu'aucun chasseur ennemi ne pourrait simplement le rattraper. Une structure en bois légère, parfaitement lisse, sans un seul rivet et 2 surpuissants moteurs Merlin. Voilà sa formule pour la victoire. Mais pour les pilotes, pour ceux qui allaient s'asseoir dans le cockpit, cette formule sonnait comme un arrêt de mort. Un avion sans une seule mitrailleuse défensive, un cercueil en contreplaqué qui s'enflammerait au premier impact. Dans les fumoirs et les cantines des écoles de pilotage, l'idée du mosquito est devenue synonyme de mauvaise blague. Ainsi s'affrontèrent 2 réalités. La réalité des stratèges, exigeant la puissance de l'acier, et la réalité des ingénieurs, proposant une simplicité géniale. Et à ce moment-là, la bataille semblait perdue. Pour le ministère de l'Air, cette idée était officiellement morte. Officiellement, le projet était mort. Pour les fonctionnaires du ministère de l'Air, l'hérésie en bois était enterrée sous le poids du bon sens et des priorités industrielles. Pourquoi construire un piano quand le front a besoin de chars? Mais pour les génies, un non officiel n'est pas la fin. C'est seulement le début d'un autre chemin. Ce chemin fut mené par Sir Geoffrey de Havilland lui-même. Aviateur, concepteur, légende vivante dont le nom était synonyme de l'aviation britannique. À ses côtés se trouvait son ingénieur en chef, Charles Walker,
Le cerveau du projet, l'homme dont l'esprit froid et les calculs précis prouvaient ce que les généraux refusaient de croire. Leur justesse était prouvée sur le papier, la vitesse et le meilleur blindage. Et ils devaient construire cet avion. Les industriels le prenaient pour un fou. Les propriétaires d'aciéries, les fabricants de Spitfire et de Lancaster considéraient cela comme un caprice, un détournement de ressources, une folie. Mais de Havilland voyait plus loin. Il ne voyait pas seulement les plans, mais l'avenir. Et il prit une mesure sans précédent. Lorsque le gouvernement refusa de financer le projet, il commença à le construire à ses propres frais. En secret, en investissant l'argent de sa propre entreprise dans l'hérésie en bois. Il a tout mis en jeu, sa réputation, sa fortune, l'avenir de toute son entreprise. Il croyait en cette idée avec un entêtement qui frisait l'obsession. Sir Geoffrey ne savait pas encore le prix personnel terrible qu'il devrait payer pour ses rêves zélés, mais il était déjà prêt à tout risquer pour l'un d'eux. Le projet entra dans la clandestinité, dans le plus grand secret. Sur un site secret, déguisé en manoir du 18e siècle, l'équipe d'ingénieurs se mit au travail. Mais la véritable révolution n'avait pas lieu là. Elle naissait dans toute l'Angleterre, dans des villes tranquilles, loin des centres industriels. De Havilland a rassemblé une armée secrète. Une armée armée non pas de fusils, mais de rabots et de ciseaux à bois. Des centaines de sous-traitants, des usines de meubles, des ateliers de fabrication de pianos à queue et même des fabricants de cercueils, tous reçurent des fragments des plans. Dans la ville de High Wycombe, la capitale du meuble en Angleterre, des artisans dont les mains étaient habituées à créer des chaises élégantes et des commodes polies, taillaient maintenant des nervures pour les ailes et des couples pour le fuselage du futur bombardier. Ils ne savaient pas exactement ce qu'ils construisaient. Chacun ne recevait que sa propre pièce du puzzle. Dans un atelier, on fabriquait une moitié de fuselage, ressemblant à un cocon de bois géant. Dans un autre, les ailerons. Dans un troisième, l'empennage. Ils travaillaient avec les meilleures essences de bois, l'épicéa canadien, le contreplaqué de bouleau, le balsa ultra léger. Le tout était collé selon une technologie révolutionnaire, créant une structure plus légère que l'aluminium, mais qui ne lui cédait en rien en termes de solidité. Dans le silence des ateliers, embaumant le vernis et les copeaux de bois frais, naissait une arme qui allait changer le cours de la guerre. C'était une production invisible pour les services de renseignement allemands. Une production invulnérable aux bombardiers de la Luftwaffe qui traquaient les cheminées fumantes des grandes usines. Pendant que l'obstination des génies prenait forme dans le bois, la guerre changeait les règles. Le désastre de Dunkerque, la bataille d'Angleterre, les pertes croissantes, tout cela fut une douche froide pour les généraux. Et quand l'équipe de Havilland, ayant déjà construit le premier prototype avec ses propres fonds, se présenta de nouveau au ministère, on les écouta. À contre-cœur. Avec scepticisme, mais il n'y avait plus le choix. L'idée qui avait été tournée en dérision et rejetée reçut un nom officiel. DH-98 et une timide commande de 50 appareils. Pour les génies obstinés, c'était une victoire. À travers toute l'Angleterre, loin des yeux des espions, les pièces de bois dispersées commencèrent leur voyage vers l'usine d'assemblage. Le puzzle fut assemblé. Le fantôme prenait corps. Et le monde retint son souffle, ne sachant pas encore ce qu'il était sur le point de voir. 25 novembre 1940. Aérodrome de Hatfield. Une journée humide et glaciale. Un ciel de plomb pesait sur la piste de décollage. Sur la piste, il était là. Le premier prototype, le DH-98, peint en jaune vif, tel un canari au milieu des corbeaux. Lisse, élégant, sans un seul rivet, sans une seule tourelle, il ressemblait à un visiteur d'un autre monde. Tout le monde était rassemblé. Les ingénieurs, dont les nuits blanches s'étaient incarnées dans ce bois, les mécaniciens, dont les mains avaient perfectionné chaque composant, et les observateurs du ministère. Des hommes en costume strict dont les visages n'exprimaient rien d'autre qu'un scepticisme contenu. Ils n'étaient pas venus voir un miracle, ils étaient venus constater un échec. Aux commandes se trouvait Geoffrey de Havilland Jr., le fils du concepteur. À ses côtés, l'ingénieur d'essai John Walker. Pour eux, ce n'était pas juste un avion de plus, c'était l'honneur de la famille, la défense du rêve d'un père,
Les deux moteurs Merlin prirent vie dans un rugissement assourdissant. Le sol trembla. Le spectre jaune s'élança. Avec légèreté, rapidement. Les observateurs s'attendaient à un décollage laborieux, mais l'avion sembla à peine toucher le béton. Il s'éleva dans le ciel avec la grâce d'un chasseur. Et en bas, parmi ceux qui observaient, se tenait Edward Teddy Donaldson. Ce même pilote d'essai qui, peu de temps auparavant, se moquait de cette hérésie en bois. Il attendait ce vol pour être définitivement conforté dans son opinion. Mais ce qu'il vit lui fit oublier toutes ses plaisanteries. L'avion ne se contentait pas de voler, il dansait dans le ciel. De Havilland Jr. entama un virage serré, puis un autre. Il passa en rase-motte au-dessus de l'aérodrome. Le son de ses moteurs n'était pas le grondement d'un bombardier, mais le chant d'une voiture de course. Au sol, les ingénieurs, chronomètres et carnets à la main, prenaient frénétiquement des mesures. Les chiffres qu'ils obtenaient semblaient impossibles. Quand l'avion jaune atterrit, un silence assourdissant régnait dans la foule. Pas d'applaudissements, pas de félicitations, juste le choc. Plus tard, quand les pilotes eurent accès à la machine, l'ironie disparut complètement. Edward Donaldson s'installa lui-même dans le cockpit. Ce qu'il ressentit bouleversa son univers. Le piloter, c'était comme monter un pur sang. Il était sensible, léger, incroyablement puissant. Quand on poussait les gaz des deux Merlins, on avait l'impression de recevoir un coup de pied aux fesses. Il n'avait jamais rien ressenti de tel. Puis, les essais officiels commencèrent, et les chiffres confirmèrent le choc. Vitesse maximale, 630 et 1 km par heure. C'était près de 30 km par heure de plus que le tout nouveau Spitfire Mark V, le meilleur chasseur de la Royal Air Force. Un bombardier en bois, sans armes, se révélait plus rapide qu'un chasseur-intercepteur d'élite. C'était un non-sens, une violation de toutes les lois de la guerre aérienne. Un avion conçu pour fuir pouvait rattraper n'importe qui. Il était plus maniable que de nombreux chasseurs. Sa vitesse de montée était stupéfiante. Les observateurs du ministère n'avaient plus l'air sceptiques. Ils étaient abasourdis. Leur visage n'exprimait qu'une chose, l'incrédulité. Peut-être y avait-il quelque chose dans cette idée folle. Pour les pilotes d'essai, il n'y avait plus de doute. Cette machine était un pur sang. Elle allait changer les règles du jeu. Les blagues sur le cercueil en contreplaqué et le piano se turent à jamais. Elles furent remplacées par un silence respectueux. Et puis, un nouveau nom est né. Un nom qui allait bientôt faire trembler l'Europe entière. Mosquito. 1941. Le ciel au-dessus de la France. Le pilote de l'escadron de reconnaissance se sent l'homme le plus seul au monde. Sous lui, le territoire ennemi. Autour, le vide. Dans son avion, pas une seule mitrailleuse, pas de blindage. Sa seule protection, l'altitude et la vitesse. Il vole dans un avion en contreplaqué et pourtant, il est invulnérable. C'était la première sortie de combat du Mosquito, et son premier rôle fut celui d'espion. Les bombardiers étaient encore en phase de test, les chasseurs à peine en préparation pour la production, mais le commandement de la reconnaissance photographique, pionnier des vols à haute altitude, comprit immédiatement quel diamant leur était tombé entre les mains. Ils prirent la cellule du Mosquito, retirèrent tout le superflu, installèrent des réservoirs de carburant supplémentaires et bourrèrent le fuselage des meilleures caméras que la Grande-Bretagne possédait. C'est ainsi que naquit le Mosquito PRU. Photo Reconnaissance Unit, le spectre insaisissable. À partir de septembre 1941, ces machines solitaires, sans armes, couleur de ciel, commencèrent leur guerre silencieuse. Elles décollaient des aérodromes en Angleterre et s'enfonçaient loin derrière les lignes ennemies. Elles survolaient les bases navales en Norvège, les usines de la Ruhr, les aérodromes en France. Elles volaient là où aucun autre avion allié ne pouvait survivre. Au sol, dans les postes d'observation aérienne allemands, la perplexité régnait. Les radars détectaient une cible unique, non identifiée, à une altitude immense. Elle se déplaçait à une vitesse incroyable. Les meilleurs intercepteurs de la Luftwaffe, les Messerschmitt 109 et les Focke-Wulf 190, décollaient immédiatement. Des as d'élite, habitués à être les maîtres du ciel, se lançaient à sa poursuite. L'un d'eux était Wilhelm Jonen, un pilote de chasse expérimenté dont le métier était de trouver et de détruire. Mais cette cible était différente.
Il décrivait cela comme une chasse aux fantômes. Sur ordre du sol, il se rendait dans le bon secteur, montait à son altitude maximale. Il le voyait. Un point minuscule sur fond de stratosphère. Et la poursuite commençait. Il poussait son Messerschmitt à ses extrêmes limites. Le moteur hurlait, mais le point ne se rapprochait pas. Il restait simplement suspendu devant, indifférent à ses efforts. Puis, lentement, mais inexorablement, il commençait à s'éloigner. Et se dissolvait simplement dans l'azur. Pour les pilotes allemands, c'était humiliant. Eux, les vainqueurs, les chasseurs, les as, étaient impuissants. Ils ne pouvaient pas le rattraper. Ils ne pouvaient pas monter à la même altitude. L'espion insaisissable volait dans leur ciel en toute impunité, comme pour se moquer de toute la puissance de la défense anti-aérienne du Reich. Pendant ce temps, à une altitude de 10 à 12 km, dans le cockpit du Mosquito, le pilote faisait tranquillement son travail. Le déclic de l'obturateur, puis un autre. Il photographiait tout, les bases secrètes de sous-marins, les mouvements de troupes, les sites industriels. C'est un Mosquito qui, en 1943, prit les premières photos de haute qualité du polygone de Peenemünde, révélant au monde le secret de la nouvelle arme d'Hitler, les fusées V1 et V2. Les services de renseignement britanniques avaient désormais des yeux qui voyaient tout. L'ennemi était aveugle et impuissant à les arrêter. Chaque sortie du Mosquito était un succès. Chacune de ces photos, une information inestimable qui sauvait des milliers de vies et changeait la stratégie de la guerre. Ils rentraient à la base et, sur leur fuselage en bois, il n'y avait pas le moindre impact. Au sol, les généraux allemands, furieux, étudiaient les rapports. Un intrus vole impunément dans notre ciel et nous ne pouvons rien faire contre lui. C'était un échec retentissant pour tout le système de défense anti-aérienne et une défaite totale dans la course technologique. L'hérésie en bois, moqué par ses propres pilotes, s'était transformé en un espion invulnérable, et ce n'était que le début. Le monde n'avait pas encore vu de quoi le Mosquito était capable lorsque ses soutes à bombes contiendraient une charge mortelle à la place des caméras. 25 septembre 1942. 4 bombardiers Mosquito volent au-dessus des eaux froides de la mer du Nord. Leur cible, Oslo. Leur mission, frapper au cœur de la bête, au quartier général de la Gestapo, situé au centre de la capitale norvégienne occupée. Ce n'était pas un simple raid, c'était un acte d'une audace incroyable. 1800 km aller-retour au-dessus du territoire ennemi sans escorte de chasseurs. Une mission qu'aucun autre bombardier au monde n'aurait osé entreprendre. Mais le Mosquito était conçu pour l'impossible. Dans l'un des cockpits se trouve le pilote norvégien Ivar Fossum. Pour lui, ce n'est pas une simple sortie de combat, c'est un retour au pays. Un retour en tant que vengeur. Son pays était asservi, son peuple souffrait sous le joug de l'occupation. Et aujourd'hui, il avait une chance de porter un coup en retour. Il vole à très basse altitude, si bas que les vagues semblent toucher le ventre de l'avion. C'est leur seule protection contre les radars allemands. Ils glissent sur la mer comme 4 spectres de bois. Voici la côte norvégienne, les fjords, les falaises qu'Ivar Fossum connaît depuis l'enfance. Il guide son avion à travers les gorges sinueuses, s'orientant de mémoire. Il voit en bas de petits villages, des maisons. Il voit les visages des gens qui, stupéfaits, regardent le ciel en entendant le rugissement des moteurs britanniques. Il doit leur montrer que la lutte continue, que le monde libre ne les a pas oubliés. Ils passèrent au-dessus des toits. Les batteries anti-aériennes allemandes furent prises par surprise. Elles n'eurent même pas le temps de comprendre ce qui se passait. La cible apparut soudainement, un bâtiment massif au centre de la ville. Victoria Terrasse, un lieu que chaque Norvégien connaissait et haïssait, un lieu de torture et d'exécution, le quartier général de la Gestapo. Selon les renseignements, c'est à cette heure précise que devait s'y tenir une réunion de hauts dignitaires du parti nazi et d'officiers SS. Les 4 Mosquitos s'alignèrent pour l'attaque. L'un après l'autre, ils larguèrent leur cargaison. 4 bombes de 500 livres chacun, avec une fusée à retardement de 11 secondes pour que les avions aient le temps de quitter la zone d'impact. Les bombes atteignirent leur cible avec précision. Le bâtiment fut enveloppé de fumée et de flammes. En bas, la panique s'installa. La DCA ouvrit un feu désordonné, mais il était trop tard.
Les 4 Mosquitos repartaient déjà vers la mer, laissant derrière eux le chaos et la destruction. Pour les Alliés, ce fut une victoire éclatante, la première démonstration de la précision chirurgicale du Mosquito. Ils avaient prouvé qu'ils pouvaient atteindre l'ennemi n'importe où, n'importe quand. Que pour les dirigeants nazis, il n'y avait plus d'endroit sûr, pas même au cœur des capitales occupées. Pour le commandement du Reich, ce fut un choc. L'ennemi n'est pas seulement invulnérable, il est aussi arrogant. Il frappe les symboles du pouvoir, les sites les mieux protégés, et il le fait en plein jour. Ivar Fossum rentra à la base en Angleterre en héros. Mais pour lui, l'essentiel était ailleurs. Ce jour-là, en survolant ses fjords natals, il a vu dans les yeux de ses compatriotes non pas la peur, mais l'espoir. Et le Mosquito était l'instrument de cet espoir. Une arme qui n'apportait pas seulement la mort aux ennemis, mais aussi le message que le châtiment était inéluctable. Le coup au cœur de la bête avait été porté. Et ce n'était que le premier d'une longue série. 30 janvier 1943. Berlin. La capitale du Reich de Milan se prépare pour sa plus grande fête, le 10e anniversaire de l'arrivée au pouvoir des nazis. La ville est décorée de drapeaux à croix gammées. Un événement grandiose est annoncé à la radio. À 11 heures précises, le Reichsmarschall Hermann Göring, en personne, le 2e homme de l'État, s'adressera à la nation avec un discours solennel. Toute l'Allemagne, retenant son souffle, attend devant les postes de radio. Au même moment, à des centaines de kilomètres de Berlin, 3 avions Mosquito du 105e escadron décollent d'un aérodrome de l'Est de l'Angleterre. Leur mission semble absurde. Leur cible n'est ni une usine, ni un aérodrome, ni un objectif militaire. Leur cible, ce sont les ondes radio. Leur mission, faire taire le Reichsmarschall. C'était une opération à la limite du fantastique. Un acte de trolling mondial, parfaitement planifié. Les services de renseignement avaient communiqué l'heure exacte du début du discours. Les navigateurs avaient calculé l'itinéraire et le temps de vol à la seconde près. Les 3 Mosquitos devaient apparaître au-dessus de Berlin à 11h00 précise. Pas une minute plus tôt, pas une minute plus tard. Ils volaient en rase-motte, frôlant la cime des arbres. Sous leur ventre défilaient les champs enneigés de Hollande et du nord de l'Allemagne. Le système de défense anti-aérienne du Reich, conçu pour repérer les armadas à haute altitude, ne les voyait tout simplement pas. À Berlin, dans le principal studio de radiodiffusion, régnait une atmosphère solennelle. Göring s'approcha du micro. Le présentateur fit une introduction grandiloquente. Des millions d'Allemands étaient collés à leur poste de radio. Et à cet instant précis, à la seconde près, à 11 heures du matin, les sirènes d'alerte aérienne retentirent au-dessus du centre de Berlin. Suivies par le fracas des explosions, les 3 Mosquitos, surgissant de derrière les toits, larguèrent leur petite cargaison de bombes directement sur le bâtiment de la radio. L'effet fut stupéfiant. Le discours de Göring ne commença jamais. La retransmission en direct fut interrompue. À la place de la voix du Reichsmarschall, on n'entendait à l'antenne que des parasites et les commentaires désemparés du présentateur. Le discours dut être reporté d'1 heure. Les 3 avions regagnèrent leur base sans aucune perte. Les dégâts causés par les bombes étaient minimes, mais le coup porté à la propagande était colossal. En son jour le plus important, l'anniversaire de son triomphe, le régime nazi venait d'être publiquement fustigé aux yeux du monde entier. Mais ce n'était pas encore la fin. Dans l'après-midi, remis du choc matinal, le haut commandement nazi décida de prendre sa revanche. Cette fois, c'est l'idéologue en chef du Reich, le docteur Joseph Goebbels, qui devait prononcer un discours. Et de nouveau, avec la précision d'une horloge, les Mosquitos apparurent au-dessus de Berlin. Et de nouveau, des bombes tombèrent en plein centre-ville. Et de nouveau, le discours fut interrompu. Le soir même, un présentateur de la BBC interrompit son programme pour une annonce spéciale. Avec un accent britannique impeccable, empreint d'une ironie polie, il déclara « Nous sommes contraints d'interrompre notre programme pour présenter nos excuses au Dr Goebbels. Malheureusement, en raison de difficultés techniques, son intervention a été reportée. » C'était une gifle, une humiliation impossible à dissimuler.
La propagande britannique avait transformé une opération militaire audacieuse en un acte de guerre psychologique. Ils n'avaient pas seulement bombardé un bâtiment, ils avaient détruit le mythe de l'invulnérabilité de Berlin. Ils avaient tourné en ridicule les dirigeants nazis devant leur propre peuple, et ils l'avaient fait avec 3 avions en bois, sans perdre un seul homme. La bataille pour les esprits était gagnée. Et le discours interrompu de Göring devint le symbole du commencement de la fin pour sa fameuse Luftwaffe, janvier 1943, poste de commandement de la Luftwaffe. L'atmosphère est imprégnée de la fumée lourde et amère des cigares et des espoirs déçus. Le Reichsmarschall Hermann Göring, créateur et maître des forces aériennes allemandes, l'homme qui avait promis au Führer qu'aucune bombe ennemie ne tomberait sur le sol du Reich, était fou de rage. Mais ce n'était pas la fureur froide et calculatrice d'un chef de guerre. C'était la rage impuissante d'un perdant. L'humiliation du 30 janvier fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Son discours, interrompu par 3 avions en bois, était devenu une insulte personnelle. Mais le problème était plus profond. Les rapports des services de renseignement s'empilaient sur son bureau, et chacun d'eux était comme un coup de fouet. Les mosquitos de reconnaissance continuaient de survoler l'Allemagne en toute impunité, photographiant les sites les plus secrets. Leurs bombardiers menaient des frappes chirurgicales là où personne ne les attendait. Leurs insaisissables fantômes épuisaient le système de défense anti-aérienne, faisant hurler les sirènes au-dessus des villes presque chaque nuit. Et la Luftwaffe, la terreur de l'Europe, ne pouvait rien faire. Les As, qui abattaient des dizaines de forteresses volantes, se retrouvaient impuissants face à cette merveille en bois. Les intercepteurs ne pouvaient pas le rattraper. La DCA ne pouvait pas l'atteindre. Les radars le voyaient à peine. Ce jour-là, lors d'une réunion avec ses généraux et ses ingénieurs aéronautiques, Göring explosa. Son cri résonna en écho dans le bunker. Ce n'était ni un ordre, ni une instruction. C'était l'aveu public d'une défaite complète, totale. « Je me sens mal quand je vois un mosquito », hurla-t-il en frappant du poing sur la table. « Je jalouse les Anglais. Eux, qui ont plus d'aluminium que nous, construisent un magnifique avion rapide en bois, un matériau que tout le monde possède. » Il balaya du regard ses ingénieurs, les hommes qui avaient créé les Messerschmitt et les Junkers. On pouvait lire le mépris dans ses yeux. Ils ont fait du bois leur matériau principal et maintenant, ils ont un avion qu'ils peuvent produire dans des usines de meubles, pendant que mes ingénieurs m'inventent sans cesse de nouveaux problèmes. C'était l'heure de vérité. Le chef de la Luftwaffe, un homme dont la vanité était presque aussi grande que son uniforme, humiliait publiquement ses subordonnés et faisait l'éloge de l'ennemi. Il n'admettait pas seulement la supériorité du mosquito. Il reconnaissait la supériorité intellectuelle des ingénieurs britanniques. Et puis, il prononça la phrase qui devint l'épitaphe de toute la puissance technologique du Troisième Reich. Une phrase pleine d'amertume et de jalousie. Eux ont des génies, et nous, des bons à rien. Un silence de mort s'installa dans le bunker. Les généraux et les ingénieurs baissèrent les yeux. Ce n'était pas seulement une défaite dans les airs. C'était un effondrement moral. Leur chef, leur commandant, avait craqué. Il admettait qu'une petite équipe d'obstinés de Havilland avait déjoué toute sa machine industrielle et militaire. La nouvelle de cet éclat de colère se répandit rapidement dans les couloirs du pouvoir et les états-majors de la Luftwaffe. Pour le commandement britannique, c'était la confirmation que leur avion en bois ne causait pas seulement des dégâts physiques. Il brisait le moral de l'ennemi. Il semait le doute et la discorde au sein de son haut commandement. Et pour les pilotes allemands, ce fut un coup dur. Si le Reichsmarschall lui-même ne croyait pas en leurs avions et en leurs ingénieurs, comment le pouvait-il? Le moral des troupes commença à chuter. La « peste des mosquitos », comme on la surnomma en Allemagne, passa du statut de problème tactique à celui de menace stratégique. Une menace qui ne frappait pas seulement des cibles au sol, mais aussi la volonté de vaincre dans le cœur des ennemis. La nuit sur le Reich. Pendant longtemps, ce fut leur royaume. Le royaume des chasseurs de nuit allemands. Nachtjagd. La chasse de nuit. Ils étaient l'élite, des chevaliers des ténèbres, équipés de radars et d'un armement lourd. Leurs victimes étaient les lourds bombardiers britanniques, progressant péniblement dans l'obscurité vers leur cible. Les As allemands étaient les maîtres du ciel noir, et chaque nuit leur apportait de nouvelles victoires.
Mais en 1943, un nouveau prédateur apparut dans leur royaume. Un prédateur qui allait changer toutes les règles. C'était le chasseur de nuit Mosquito. Il était plus rapide que leur Messerschmitt. Il pouvait voler plus haut. Et il était armé non seulement d'un radar, mais aussi d'une batterie dévastatrice de 4 canons de 20 mm et de 4 mitrailleuses concentrées dans son nez. Mais le plus terrifiant n'était pas là. Le plus terrifiant, c'était la façon dont il se mit à chasser. Les Britanniques ne lancèrent pas leur Mosquito à l'interception des bombardiers allemands. Ils choisirent une autre tactique, bien plus cruelle et efficace. Ils se mirent à chasser les chasseurs eux-mêmes. Les chasseurs de nuit, Mosquito, n'attendaient pas l'ennemi chez eux. Ils allaient eux-mêmes dans l'antre de la bête. Ils patrouillaient le ciel au-dessus des aérodromes de la Luftwaffe en France, en Belgique et en Hollande. Ils se cachaient dans l'obscurité à l'affût. Ils devinrent des intruders, des invités indésirables venus avec un seul but, tuer. Pour les pilotes allemands comme Wilhelm Jonen, ce fut un véritable cauchemar. Ils se souvenaient, intercepter un Mosquito la nuit était impossible. Le temps d'arriver sur lui grâce au guidage au sol, il avait déjà accompli sa mission et repartait à pleine vitesse. Essayer de le rattraper, c'était comme chasser un fantôme. Il se dissolvait simplement dans l'obscurité. Mais maintenant, le fantôme ne se contentait plus de fuir. Il attaquait. Imaginez un as allemand revenant d'une mission difficile. Il est fatigué. Il a peut-être endommagé son avion dans un combat avec un Lancaster. Tout ce qu'il veut, c'est voir les lumières salvatrices de sa piste d'atterrissage et enfin se poser. Les voilà, les lumières. Il entame sa descente. Le train d'atterrissage est sorti. Les volets sont abaissés. La vitesse est minimale. Le pilote est entièrement concentré sur l'atterrissage. Il est sans défense, et à cet instant précis, une ombre surgit des ténèbres derrière lui. Pour les équipages des Mosquitos, ce n'était pas une poursuite, c'était une chasse près du point d'eau. Ils tournaient pendant des heures dans l'obscurité, attendant le retour des chasseurs allemands. Et quand la victime apparaissait dans la position la plus vulnérable, ils frappaient. Un éclair. Une rafale courte et mortelle. 4 canons, 4 mitrailleuses. Toute la puissance de feu concentrée en un seul point. L'avion en bois déchiquetait sans pitié son adversaire de métal. Au lieu d'un atterrissage en douceur, une boule de feu roulant sur la piste. Pour les pilotes de la Luftwaffe, ce fut une catastrophe psychologique. Leur propre aérodrome, leur foyer, leur sanctuaire où ils devaient se sentir en sécurité s'était transformé en un piège mortel. L'ennemi les attendait dans les ténèbres. Chaque décollage pouvait être le dernier. Chaque atterrissage était un jeu avec la mort. La peur s'installa dans leur cœur. La nuit, le ciel ne leur appartenait plus. Les chasseurs étaient devenus les proies. Et le Mosquito avait prouvé qu'il n'était pas juste un fantôme espion. C'était un tueur nocturne impitoyable. Le cauchemar nocturne de la Luftwaffe ne faisait que commencer. 18 février 1944. La prison de la ville française d'Amiens. Des murs froids et imprenables. À l'intérieur, 700 prisonniers. La plupart d'entre eux sont des combattants de la résistance française, des hommes et des femmes dont l'esprit n'a pas été brisé par la torture. Selon les renseignements britanniques, plus de 100 d'entre eux sont condamnés à mort. L'exécution est prévue pour le lendemain matin. Leur seul espoir, un miracle, et le miracle est venu du ciel. Sous la forme de 19 avions Mosquito. C'était l'opération Jéricho, nommée d'après l'histoire biblique des murs tombés au son des trompettes. Mais ici, à Amiens, ce ne sont pas les trompettes, mais les bombes qui devaient agir. La mission confiée aux pilotes semblait impossible. Il ne s'agissait pas de détruire la prison, mais de l'ouvrir, comme une boîte de conserve. Percer le mur extérieur de 12 mètres et les murs de la caserne des gardes, et le faire sans tuer les prisonniers eux-mêmes. Ce n'était pas un bombardement. C'était une opération chirurgicale à très basse altitude. Marge d'erreur, 0. L'opération était commandée par l'un des pilotes les plus célèbres de Grande-Bretagne, le Group Captain Percy Charles Pickard. Héros du film Target for Tonight, son visage était connu de tous. Il a personnellement mené ses escadrilles dans cette mission quasi suicidaire. La météo était exécrable. Plafond bas, averse de neige.
Les mosquitos volaient au-dessus de la Manche et de la France à une altitude de seulement 15 mètres, si bas qu'ils semblaient raser la cime des arbres. Ils sont arrivés en 3 vagues. La première devait percer le mur extérieur. La deuxième, les murs des bâtiments. La troisième, menée par Picard lui-même, était en réserve. Si les 2 premières échouaient, ils devaient frapper le bâtiment principal, détruisant les prisonniers avec la prison, pour qu'ils ne tombent pas entre les mains des bourreaux. À midi pile, la première vague a atteint sa cible. 6 mosquitos ont surgi de derrière les arbres et ont foncé vers la prison. Ils volaient si bas que la sentinelle sur la tour de guet n'a même pas eu le temps de lever son fusil. Les bombes ont été larguées avec une précision d'orfèvre. Le mur, qui semblait éternel, s'est effondré. La deuxième vague a suivi. Leur cible était la caserne où déjeunaient les gardes allemands. Encore une frappe précise. Le bâtiment a été réduit en ruines. À l'intérieur de la prison, l'enfer s'est déchaîné. Dans leurs cellules, les prisonniers, entendant le vrombissement des moteurs et les explosions, n'ont d'abord pas compris ce qui se passait. Mais ensuite, à travers la fumée et la poussière, ils ont vu le ciel. Ils ont vu les brèches dans les murs. C'était leur chance. Au-dessus de la prison, un avion de reconnaissance photographique tournait, enregistrant les événements. Le pilote a annoncé à Picard par radio « Je vois des gens qui s'enfuient de la prison ». La mission était accomplie. Les murs de Jéricho étaient tombés. Pour les combattants de la résistance, c'était plus qu'un sauvetage. C'était un signal. Le signal que les Alliés ne les avaient pas oubliés. Qu'ils étaient prêts à tout risquer pour leur donner une chance de liberté. Pour la Gestapo, ce fut un nouveau choc. Désormais, ils savaient, il n'existait aucun mur capable de les protéger. Si les Britanniques pouvaient forcer une prison au cœur d'une ville occupée, alors aucun de leurs sites n'était plus en sécurité. L'opération Jéricho est devenue le summum de l'habileté des pilotes de Mosquito. Ils ont prouvé que leur avion en bois n'était pas un simple bombardier. C'était un scalpel dans les mains d'un chirurgien. Une arme capable non seulement de semer la mort, mais aussi d'offrir l'espoir. Ce jour-là, 258 personnes se sont évadées de la prison d'Amiens, et chacun d'eux, jusqu'à la fin de ses jours, s'est souvenu du vrombissement des moteurs Merlin qui leur avait apporté la liberté. C'est ainsi que naît une légende, non pas de l'acier et du fracas, mais du silence des ateliers de menuiserie et de l'obstination des génies qui ont osé penser différemment. L'histoire du miracle de bois est celle d'un paradoxe, une arme qui fut à la fois le scalpel d'un chirurgien et la massue aveugle du hasard, offrant la liberté aux uns et autant des vies innocentes aux autres. Mais où se situe la frontière entre un plan de génie et ses conséquences imprévisibles? Et la noblesse de la cause justifie-t-elle le prix que perdent parfois les innocents? Cette histoire ne donne pas de réponse simple, mais elle pose les bonnes questions. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Que signifie pour vous le prix de la victoire? Si ce genre d'histoire résonne en vous, soutenez notre chaîne avec un abonnement et un like. Cela nous aide à continuer d'aborder des sujets complexes.